Bonjour à tous, merci, d'être nombreux connectés en cette, fin d'année qui est assez chargée, assez bien chargée, sur la partie business, sur la partie réglementaire. Bienvenue dans notre dernier webinaire de l'année 2023. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui connaissent pas Wifin, alors je suis Sabrina Vida, je suis la Chief Impact Officer de Wifin. Rapidement, Wifin est une fintech à impact, spécialisée dans la finance durable, dont la mission est d'accompagner les investisseurs professionnels à élaborer des stratégies ESG les plus ambitieuses possibles. Et chez Wifi, nous avons développé une plateforme technologique, ESG Connect, qui est là pour casser les barrières liées aux problématiques d'implémentation des réglementations, des données ESG et surtout favoriser les pratiques ambitieuses en matière de durabilité. Donc on clôture, l'année avec un sujet qui a fait beaucoup parler de lui, aussi bien du côté des médias, des sociétés de gestion, mais aussi, récemment à Bercy. C'est la refonte du label ISR et la sortie récente du nouveau référentiel. C'était imminent, c'était, la semaine dernière. Hem, ça a fait beaucoup parler parce que ça a été une réelle progression, un grand pas en avant sur plusieurs axes, comme sur le climat et ça a interpellé. Ça a fait naître beaucoup de points de débat et ça a montré en effet qu'il n'est pas simple de créer un référentiel qui permet de satisfaire toutes les stratégies et qu'on peut avoir beaucoup de points de vue différents sur plein de sujets structurants, comme sur la notion de transition, la double matérialité, l'engagement, beaucoup de points aussi, de divergence, méthodologique. Et ce webinaire, nous avons insisté pour le faire avant la fin de l'année. Vous l'avez vu, on a bataillé pour trouver la bonne date parce que notre attention, elle était double. On voulait d'une part, lever tous vos doutes et interrogations en termes d'interprétation sur ce référentiel et d'autre part, pour vous mettre dans une dynamique d'action. Et pour faire ça, on a décomposé le webinaire en 3 temps. Alors, comme vous le voyez, on a 3 intervenants aujourd'hui. En première partie, ceux qui ont l'habitude de nous suivre et de participer à nos webinaires savent qu'on aime bien inviter des experts pour introduire le sujet et poser le cadre. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir en keynote Balthazar Laporte, chef de projet en charge du secrétariat du comité du label ISR, qui a accepté de se prêter au jeu de notre Q&A. J'interrogerai donc Balthazar sur le nouveau référentiel, ISR en une quinzaine de minutes et sur les challenges, notamment à relever pour tous les fonds qui vont devoir se mettre au carré, dès les prochaines semaines, les prochains mois. Et pour rappel, ce webinar a lieu 2 jours après celui qui a été organisé lundi par le comité du label, au cours duquel il y a eu, beaucoup de points échangés, tous les aspects effectivement du référentiel ont été, présentés et ça a suscité notamment de nombreuses questions. Alors je ne doute pas que la session d'aujourd'hui sera également très interactive. En deuxième partie, je passerai le micro à Pauline Berthoulou, notre lead expertise chez Wifin, qui va nous faire un focus sur les pratiques des fonds labellisés ISR à travers les résultats de notre deuxième volet de notre webinaire qui va sortir prochainement. Et en troisième partie, je donnerai la parole à Marion Aubert, notre Chief Product Officer, qui qui pourra nous expliquer comment, en pratique, notre plateforme ESG Connect permet de répondre à l'ensemble des exigences du nouveau référentiel. On a prévu une session interactive aussi, sous forme de Q&A, durant laquelle je vais interroger Marion sur les solutions pratiques, pragmatiques et principalement technologiques. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat dédié, c'est le questions-réponses de Zoom, pour formuler vos questions. On va y répondre à la fin de chaque temps. Et en fonction du nombre de questions, on pourra sélectionner celles qu'on va répondre à l'oral et on apportera dans tous les cas des réponses écrites aux autres questions. Alors, donc place d'abord à la keynote avec Balthazar Laporte. Bonjour Balthazar, merci d'avoir accepté notre invitation. On ne te présente plus. L'année a été bien chargée pour toi et surtout récemment, puisqu'en étant en charge de la gestion du secrétariat du comité du label ISR, tu as représenté les travaux du comité sur la place et durant les négociations qu'il y a eu avec Bercy. Pour commencer et d'ores et déjà, poser le cadre, pourquoi les membres du comité du label ISR ont-ils choisi cette année pour faire évoluer le référentiel du label? Est-ce qu'il y a eu une ambition forte de faire du label ISR le label ESG généraliste le plus exigeant, en Europe?
Et peut-être aussi de manière générale, comment se positionne le label par rapport aux initiatives européennes actuelles, notamment SFDR. Il y a plein de sujets en ce moment sur les catégorisations, et cetera. Je sais que tu as des slides, Balthazar. Je peux, on va utiliser, je vais te laisser effectivement la main sur les slides et comme ça, on va pouvoir effectivement faire des questions-réponses avec quelques précisions écrites de ton côté. Ouais, complètement. Merci Sabrine, bonjour à tous. Alors, je partage mon écran normalement. Donc, pour répondre à cette première question, d'abord, donc il y a trois parties dans ta question. En termes de contexte et de calendrier, en réalité, la refonte, elle a démarré depuis un moment maintenant, depuis fin novembre 2021. La genèse de tout ça, c'est un rapport de l'Inspection générale des finances qui, lui, date de fin 2020 et qui avait souligné la nécessité de revoir les exigences de ce label et également sa gouvernance. Et donc pour ça, un nouveau comité du label, qui est présidé par Michel Papalardo, a été nommé en fin 2021, avec pour mission notamment de proposer des nouvelles exigences pour ce label. Donc les travaux ont duré environ 18 mois, avec plusieurs phases de consultation. L'idée, c'était vraiment d'abord de définir les grands axes d'évolution que proposait le comité, d'avoir des retours des acteurs de place. Donc il y a vraiment eu des orientations. Suite à tout ça, le comité a lancé des travaux plus concrets avec des groupes de travail. Donc on a travaillé avec 6 groupes de travail qui étaient chargé de faire des propositions vraiment concrètes au comité sur des sujets très spécifiques, que ce soit sur le climat, tu l'as cité, mais également sur la sélectivité, etc. Donc le comité a passé 8 mois environ à travailler de façon très régulière avec ces groupes de travail techniques pour vraiment passer de principes, de propositions de principes à des propositions concrètes de critères. S'en est suivi en avril dernier une consultation avec un premier référentiel concret avec de nouveaux critères qui ont été proposés entre guillemets à la place financière pour avoir le retour des acteurs sur le sujet, sur les différents critères, sur ce qui allait un peu trop vite, ce qui était peut-être mal positionné, enfin voilà, de vraiment avoir un retour de la part des acteurs de place qui utilisent le label au quotidien. Suite à quoi, le comité du label a formulé sa proposition finale au ministre en juillet 2023, puisque pour rappel, le label ISR appartient au ministère des Finances, donc c'est au ministre Bruno Le Maire en l'occurrence qui revient d'arbitrer les propositions du comité et le nouveau référentiel. Et donc un travail a été fait depuis, en grande partie par les équipes du ministre, pour réaliser ces arbitrages, et la version finale du référentiel, elle a été publiée, comme tu l'as dit, en début de semaine. Donc voilà, le contexte, en réalité, il n'est pas seulement cette année, mais on est vraiment sur des travaux de fond. On est sur une véritable refonte du référentiel et pas seulement une mise à jour là, qui dure du coup depuis 2021. Ça, c'est pour la première partie de ta question. Concernant le lien avec les autres labels, il n'y a pas de concurrence entre les labels et donc il n'y a pas de souhait du comité de faire le meilleur label européen ou de se positionner vis-à-vis des autres. Le sujet, c'est plutôt d'abord de s'assurer que le label ISR a un niveau d'exigence qui est suffisant pour sa crédibilité, pour le message qui est envoyé auprès de l'épargnant, puisque c'est vraiment sa raison d'être. Donc ça, c'est le premier point. Et donc ça, c'est d'abord un travail qui est tourné vers le label lui-même. En revanche, il y a évidemment un lien avec les autres labels européens avec qui on discute régulièrement. Il y a notamment le label belge qui a beaucoup de fonds labellisés. Enfin, il y a d'abord évidemment les labels français, Finfin et Finansol, qui font partie notamment de la gouvernance du label ISR, donc qui ont pour le coup été informés de l'avancée des travaux et qui ont même participé à ces travaux de façon continue. Donc il y a évidemment un travail qui est mené avec eux, mais également avec le label luxembourgeois, le label belge. On suit de très près les différentes évolutions. L'objectif, c'est pas d'avoir des référentiels qui convergent à tout prix, mais c'est plutôt de mener les travaux à la lumière de ce qui se fait ailleurs, de réfléchir potentiellement à des équivalences, donc pas à des fusions, mais plutôt à des équivalences de critères, etc. Ça sera plutôt dans une seconde phase. Mais voilà, il y a évidemment un travail qui est fait avec les autres labels, plutôt pour une cohérence sur les différents travaux. Et enfin, la troisième partie de ta question sur le lien avec les réglementations et notamment SFDR, c'est vrai qu'on a les travaux du comité, ils ont été menés dans une période de fin de définition de SFDR, de mise en place du niveau 2, et puis dans les dernières étapes des travaux, même de consultation sur le fait de revoir déjà SFDR. Donc, vraiment, la vision du comité, ça a été de dire, au plus on peut s'appuyer sur les notions définies par la réglementation européenne, mieux c'est. Pour autant, il y avait aussi une forme non pas de prudence, mais dans les travaux, de dire les choses peuvent encore évoluer. Et donc, il y a certaines notions sur lesquelles le comité, effectivement, a fait le choix de ne pas se positionner. Je pense à la notion d'investissement durable, par exemple, de potentielles comparaisons avec article 8, 9, etc. Voilà, ça, c'est des choix qui n'ont pas été faits par le comité, justement, parce qu'il était conscient que c'était des choses qui pouvaient encore évoluer. Et puis qu'on ne peut pas se permettre d'attendre que
que le Oui. calendrier réglementaire au niveau européen soit terminé, entre guillemets, puisque voilà, on est sur des choses qui sont continuellement revues. Donc, il y a évidemment un vrai souhait de s'appuyer sur les outils de la réglementation européenne pour éviter de faire des doublons, des divergences, mais pas de, mais tout en gardant vraiment la nature généraliste du label et ses différents piliers. Tout à fait, ça fait une bonne transition à mon deuxième point, c'était les nouvelles exigences finalement qui vont être appliquées. Du coup, on lit dans ta réponse que l'une d'elles, c'est de faire un rappel, on va en parler sur les PAI, par exemple. Donc, le référentiel, il est effectivement sorti et tu as pu, lors du webinaire de lundi, reprendre pilier par pilier, expliquer point par point. Si on fait le bilan, aujourd'hui, pour la keynote, quelles sont les principales évolutions qui exigent finalement la plus grande attention de la part des gestionnaires de fonds? Ce qui va nécessiter, de leur part d'adapter ou d'introduire finalement des nouveaux éléments à leur process actuel. Ouais, c'est une bonne question. Alors, ces slides, elles répertorient de façon un petit Oui. peu différente de ce qui a été fait lundi, les nouvelles exigences. Je ne vais pas la descendre en détail, mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment trois grands axes dans les nouveautés. Il y a toutes les nouveautés qui viennent renforcer les exigences de sélectivité et la nature vraiment généraliste du label. Il y a les exigences relatives à la notion de double matérialité, qui est une vraie nouveauté dans le référentiel. Et puis, il y a les exigences vraiment plus spécifiques à la dimension climat, hein, qui est vraiment une dimension maintenant incontournable dans le socle du label ISR. Et je pense que parmi toutes ces nouveautés, il y a différents niveaux d'impact au niveau des sociétés de gestion. Il y a des nouveautés qui vont nécessiter plutôt la modification de process ou la mise en place de méthodologies. Il y a d'autres modifications qui vont venir impacter des process existants. Je pense notamment à l'augmentation du taux de sélectivité. Il y a d'autres process qui auront plutôt un effet sur les portefeuilles sans forcément un impact trop important sur les process. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut identifier. Euh, Globalement, parmi les grandes nouveautés, hein, pour moi, on a cette augmentation du taux de sélectivité. Donc, les fonds devront quand même progressivement eh bien, faire augmenter ce taux de 20 à 30%. Donc, ça, forcément, ça peut avoir un effet à la fois sur les univers d'investissement, mais également sur eh bien, les entreprises investissables pour le coût de ces univers. Donc, ça, il y a une vraie progressivité, notamment pour les fonds qui sont déjà labellisés, hein, puisque on passe d'abord à 25%, puis à 30%, justement parce que le comité était conscient que c'était une vraie modification. La mise en place du cadre d'exclusion, c'est évidemment une grosse nouveauté du label. Et donc là, les fonds devront eh bien, mettre en place des process et démontrer que pour chacun des critères qui est exigé par le référentiel, eh bien, le fonds est bien capable de s'assurer eh bien, qu'il n'y a pas d'entreprise ayant des activités exclues dans son portefeuille. Et donc ça veut dire, j'imagine, des enjeux données, des enjeux de qualité de la donnée, etc. Donc c'est évidemment une grosse nouveauté. Euh, je pense que tout le sujet sur controverse, engagement et vote, ça c'était typiquement des choses qui étaient déjà dans le référentiel, mais de façon assez générale, pas toujours très précise. Et donc là, vraiment, l'objectif du comité, ça a été de venir préciser sans être trop prescriptif pour laisser la main aux sociétés de gestion quand même d'évoluer, mais de venir dire voilà, qu'est-ce qu'un bon process, qu'est-ce que c'est les grandes lignes d'un bon process de gestion des controverses en termes de comitologie, d'identification, etc. Donc voilà, il y a un vrai sujet de formalisme. Même chose sur l'engagement, sur le vote. Je pense typiquement que sur ces points-là, il y a beaucoup de fonds qui aujourd'hui font les choses correctement et pour lesquels l'impact sera relativement faible, peut-être un impact de formalisme ou d'adaptation, mais on est bien conscient qu'il y a beaucoup de gens qui ont un process de controverse très robuste, par exemple, et qui seront, pour certains en tout cas, déjà en ligne avec le référentiel. Mais donc voilà, il y a quand même une vraie analyse d'écart à faire. Sur la partie double matérialité, ça va aussi beaucoup dépendre de l'état actuel des fonds. Et donc, je pense que c'est le vrai sujet, en fait, de faire cette analyse d'écart. Il y a déjà des fonds qui ont fait le choix, par exemple, de prendre en compte les principales incidences négatives au sens de l'article 7. Bon, bah, pour ces fonds-là, c'est déjà mis en place. Le référentiel va un peu plus loin là-dessus et va demander au fonds de démontrer qu'à chaque fois qu'il analyse une entreprise, eh bien, il s'intéresse vraiment à chacune des principales incidences négatives. Donc, je pense que les fonds vont quand même devoir se questionner sur est-ce qu'on a vraiment ce screening qui est fait et comment on y répond. Sur la double matérialité. Et puis sur le climat, on a également ici une grosse nouveauté, hein, je pense, c'est cette méthodologie d'analyse des plans de transition. Ça a fait beaucoup parler pendant les travaux. C'est un vrai sujet
à la fois d'actualité, à la fois de nouveauté dans le référentiel. Donc vraiment, cette méthodologie qui est exigée par l'annexe 5 du référentiel et qui est décrite dans l'annexe 5, je pense qu'il y a un gros travail à faire, il va y avoir un Oui, gros enjeu. C'est pour ça que c'est mis en place de façon progressive. Il y a d'abord une exigence de transparence, une exigence de moyens. Les fonds doivent mettre en place cette méthodologie, doivent la déployer sur les entreprises. Et ensuite, à horizon début 2026, eh bien, une exigence de résultats sur la crédibilité de ces plans. Mais voilà, là, il y a un vrai choix de mise en place progressive parce que, eh bien, on est bien conscient de l'impact que ça aura sur les fonds, une telle méthodologie. Et donc, c'est un vrai parti pris pour moi du référentiel, du comité du label et de l'arbitrage du ministre, qui va demander du coup eh bien, une vraie mise en œuvre de la part des fonds. Voilà pour les grands axes. Je ne sais pas si ça répond à ta question. c'est très clair, effectivement. Tu parlais de l'annexe 5, c'est celle qui liste notamment les cadres méthodologiques qui peuvent être appliqués pour la mesure des plans de transition, hein. Exactement, et surtout qui vient préciser également concrètement quand je suis face au plan de transition d'une entreprise, qu'est-ce que je dois regarder? Eh bien, cette annexe, elle vient préciser qu'il faut regarder les cibles mises en place par Mm. l'entreprise. Est-ce que ces cibles permettent d'avoir une trajectoire alignée avec l'accord de Paris, les moyens qui sont mis en œuvre? Enfin voilà, il y a vraiment plusieurs points de passage, et c'est vraiment ce terme-là qu'on a utilisé, et je pense qu'il est important, c'est les points de passage obligatoires de l'analyse. Ok. Pour analyser un plan de transition, il faut regarder les moyens financiers mis en œuvre, il faut regarder la gouvernance. Et donc tout ça est décrit dans l'annexe 5. Et comme tu le dis, il y a des cadres de référence qui sont listés, qui ne sont pas exhaustifs et qui ne sont Mm. pas obligatoires. En revanche, vraiment, les fonds sont encouragés à les utiliser ou à utiliser des cadres de référence qui sont aussi exigeants ou en tout cas cohérents avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc voilà, vraiment, l'idée, c'est de mettre ces différents éléments à disposition des fonds pour qu'ils puissent travailler et développer leur propre méthodologie en interne, en externe. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mais voilà, l'idée, c'est vraiment que les fonds aient le temps de développer cette méthodologie qui est vraiment transformante, hein, pour le coup pour moi. Euh, une question sur qui va faire aussi appel à ce que tu avais dit sur l'exigence de moyens, transparence et de résultats. À la lecture du référentiel, on a constaté qu'il y a finalement très peu d'écart, hein, par rapport à la version qui a été présentée en juillet à Bercy Ouais. par le comité du label. De notre compréhension, les nouveaux points sont globalement, bon, euh, si on peut les catégoriser, sont soit le fait d'apporter des explications lorsqu'on on peut pas répondre stricto sensu à l'exigence, comme le fait de ne pas pouvoir avoir une pondération à 20% minimum des piliers E, S et G, ou encore la mise en place d'une exigence de moyens de transparence comme pour les plans de transition. Euh, c'est quoi exactement l'exigence de moyens et de transparence? Qu'est-ce qu'on entend? On entend c'est quoi les choix méthodologiques qui ont été pris et expliquer un peu tout le cadre et toute la méthodologie mise en place par l'acteur sans forcément attendre un résultat très concret et en opposition par rapport à l'exigence de résultat? Ouais. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, il y a assez peu de modifications, hein, en réalité Ouais. par rapport à la proposition du comité, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque comme je l'ai dit en début de présentation, le process, il a essayé d'intégrer le plus possible les différents acteurs de place. Enfin voilà, le comité a essayé de travailler le plus possible en transparence, en associant les acteurs. Et donc enfin voilà, je pense une assez bonne nouvelle qui a assez peu de modifications dans les arbitrages du ministre. Globalement, il y a deux grands sujets, effectivement. Il y a d'abord le sujet sur les critères d'exclusion qui sont un peu élargis avec l'ensemble des nouveaux projets qui sont maintenant exclus et pas seulement le non conventionnel. En réalité, là, on est vraiment sur un choix de clarté pour l'épargnant puisque le résultat d'application de ce critère, en réalité, ça ne change rien au résultat, hein, puisque y a pas on n'a pas identifié d'entreprise qui développait que des nouveaux projets conventionnels, par exemple. Donc, on est vraiment sur un sujet effectivement de clarté pour l'épargnant. Et puis, on a deux exigences qui passent d'abord par un niveau de transparence plus large, hein, comme tu l'as dit, et qui est un petit peu moins exigeant dans un premier temps sur la partie résultat que ce que proposait le comité. C'est l'exigence de pondération de 20% de chaque pilier ESG dans la notation et sur la partie plan de transition. En fait, sur ces deux critères, je pense que le risque qui a été identifié, c'était qu'on n'avait pas assez de visibilité sur les pratiques actuelles des entreprises, des fournisseurs de données notamment sur la partie 3x20, de la disponibilité des plans de transition qui est très conditionnée par l'entrée en application de CSRD qui est à venir. Et donc voilà, face à cette faible visibilité, l'idée a vraiment été de dire on commence par une exigence de transparence. On va mettre en place l'analyse des plans de transition sur toutes les entreprises. Donc, on fait ça de façon plus large pour vraiment encourager les fonds à s'emparer du sujet. En revanche, l'exigence de résultat, on attend d'avoir un petit peu plus de visibilité sur
concrètement, où est-ce qu'on peut mettre le curseur? Le but, c'est d'être le plus ambitieux possible, mais c'est aussi de rester dans un principe de réalité. Et donc pour ça, il faut un petit peu de lisibilité et de visibilité, pardon. Et donc là-dessus, ce qui a été demandé au comité, c'est de suivre sur base annuelle, notamment sur la partie plan de transition. Et ça, c'est marqué dans l'annexe 5 du référentiel, hein, que le comité sera chargé sur base annuelle de mener des études avec les acteurs de place pour bien, se rendre compte où est-ce qu'on peut positionner ce curseur. Là, Ok. aujourd'hui, à 2026, il est à 15% des acteurs à faire en jeu, mais est-ce qu'il peut monter à 20? Est-ce qu'il faut rester à 15 plus longtemps? Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de faire ça de façon progressive pour que le curseur soit bien positionné. Très bien. Dernière petite question, comme ça je laisse aussi, du temps pour le public, si, s'il y a d'autres interrogations. En termes de calendrier, si tu pouvais nous repréciser les différentes dates, quand rentre en application pour les nouveaux fonds à labelliser, pour ceux qui ont déjà le label? Et aussi, pour finir, question subsidiaire, quels conseils en termes d'organisation tu peux donner, aux asset managers pour bien appréhender cette transition, notamment pour pouvoir être compliant au nouveau référentiel? Ouais, alors très rapidement sur les modalités d'application, donc elles sont disponibles sur le site de la Direction générale du Trésor, elles sont résumées ici, mais dans les grandes lignes, pour les fonds qui n'ont jamais obtenu le label, donc on parle uniquement des labellisations initiales, hein, pas du renouvellement, vraiment les Tout à fonds fait. qui candidatent à une première obtention, tout est suspendu jusqu'au 1er mars 2024 et à entrer en application du référentiel, c'est sous la V3, de façon très simple. Et dans le cas des fonds qui ont déjà le label, ils ont droit à une période de transition jusqu'au 1er janvier 2025, donc d'un an en réalité. Et à partir du 1er janvier 2025, ils doivent être conformes avec la nouvelle V3 et ils seront audités progressivement en fonction de la date anniversaire de leur certificat. Donc un fonds qui a été labellisé en mai sera relabellisé sous la V3 en mai 2025, en sachant que le certificataire, il regarde bien sûr que tout soit en règle depuis le 1er janvier. Donc vraiment, la date d'entrée en application, c'est le 1er janvier 2025. Et concernant ta deuxième question sur l'accompagnement, moi, j'ai pas d'avis ou de conseils à donner. Je pense je pense que le vrai point important, c'est de s'y mettre le plus tôt possible, parce que comme Mmh. je disais tout à l'heure, on a des nouveaux critères qui seront assez rapides à mettre en place. Une modification du portefeuille suffit, par exemple. En revanche, on a des critères qui sont très transformants, qui viennent toucher à la méthodologie d'analyse ESG des émetteurs, qui est mise à jour potentiellement de façon annuelle, par exemple. Et donc, il faut au plus vite travailler sur ces sujets, identifier les écarts, où est-ce qu'il faut qu'on fasse évoluer des choses qui existent déjà, où est-ce qu'il faut créer from scratch. Enfin voilà, je pense il faut s'y mettre le plus tôt possible parce qu'il y a des choses qui vont nécessiter une transformation potentiellement profonde des stratégies. Ouais. Et donc, c'est le vrai sujet pour moi, il est là. Il est de s'y mettre rapidement. Cette période de transition, elle est faite pour que les fonds puissent travailler pendant un an à l'entrée en application et pas seulement de retarder le travail d'un an. C'est bien sûr pas l'idée. Tout à fait et puis aussi, s'il faut mettre en place une politique d'exclusion, par exemple, beaucoup plus, stricte, bah, Bien sûr. ça s enfin, on peut pas sortir, les titres en une fois, ça se fait, petit à petit dans l'intérêt des porteurs, d'où la nécessité d'avoir un timing de transition, pour pouvoir le faire, selon, les opportunités aussi de marché. Complètement. Complètement. Merci, un grand merci Balthazar pour cette keynote très, très riche et pour ces éclairages, complémentaires. Effectivement, la pédagogie, elle est assez clé pour garantir le succès du nouveau référentiel, que ce soit envers les sociétés de gestion qui vont, je pense, encore se poser, plein d'autres questions lorsqu'elles vont s'adresser point par point, de manière, très opérationnelle, mais aussi envers les investisseurs finaux, car c'est quand même pour eux que le label, aussi a évolué. On a, quelques petites questions qui sont arrivées dans le chat. La première, c'est, les obligations d'engagement sont renforcées et généralisées. Comment les fonds monétaires et obligataires vont-ils pouvoir répondre à cette contrainte? Ouais, c'est une bonne question. Justement, dans le référentiel, le comité parle bien d'engagement ESG et pas d'engagement actionnarial, dans le sens où effectivement, le point de vue du comité et notamment des pratiques de place, hein, c'est qu'on constate que il n'est pas forcément nécessaire d'être détenteur d'une partie du capital, d'être Mmh, actionnaire et d'investir en actions pour pouvoir faire de l'engagement. Et en fait, on est souvent aussi dans des démarches, comment dire, constructives auprès des émetteurs. Et donc, c'est pas parce que je détiens une obligation, par exemple, d'un émetteur et qu'effectivement, je suis stricto sensu pas décisionnaire et pas détenteur d'une partie du capital que je ne peux pas faire remonter des points et donc faire de l'engagement extra-financier. Donc, effectivement, les exigences d'engagement, elles s'appliquent à tous les fonds, qu'ils investissent en actions, en obligations ou pour les fonds monétaires. C'est le même type d'exigence auprès des émetteurs qui sont en portefeuille.
C'est clair. Deuxième petite question aussi, pour clarifier l'évocation des points de passage obligatoires de l'analyse, pour la partie climat, le nouveau référentiel impose-t-il que l'ensemble des émetteurs en portefeuille soient alignés à 2 degrés, à court, moyen, à long terme sur les scopes 1, 2 et 3? Alors, sur cette partie-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment différencier. D'abord, on est la mise en place d'une exigence de moyens et ensuite la mise en place de l'exigence de résultats. Sur l'exigence de moyens, quand je parle de points de passage obligatoires, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que la méthodologie mise en place par la société de gestion, eh bien, lorsqu'elle analyse un plan de transition et qu'elle apporte donc une conclusion sur sa crédibilité ou non, il Mmh. faut que soit pris en compte l'ensemble de ces points de passage obligatoires. Donc en fait, autrement dit, je ne peux pas dire qu'un plan de transition est crédible si je n'ai pas analysé ses cibles moyen terme et long terme, et donc en me basant seulement sur ces cibles court terme. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je dois prendre en compte dans l'analyse tous ces points de passage. En revanche, ça ne veut pas dire, ça ne dit pas la façon dont il faut prendre en compte ces points de passage. Et justement, pour ça, on donne des cadres de référence. Typiquement, sur cet exemple-là, eh bien, comment je sais si les cibles court terme, moyen terme, long terme sont crédibles dans le cadre d'un acteur qui fait de la production d'électricité? Eh bien, je vais aller regarder les scénarios sectoriels Mmh. spécifiques à ce secteur-là. Donc, on donne également des exemples dans le référentiel. Et donc, l'idée pour moi, c'est vraiment ça, c'est de dire sur chaque point de passage, que disent les scénarios sectoriels, que disent les références méthodologiques pour que je me positionne vis-à-vis de la qualité du résultat de l'entreprise sur ce point de passage. Et concernant la deuxième partie de la question sur l'alignement de degrés, là, on est vraiment dans l'exigence de résultat. Et donc, l'exigence de crédibilité du plan de transition, on est sur une cible dans le nouveau référentiel au 1er janvier 2026. Et cette cible, elle s'applique à 15% des acteurs qui font partie des secteurs à vigilance renforcée. Donc, autrement dit, vous prenez votre portefeuille, vous regardez la part du portefeuille qui est investie sur des émetteurs qui sont dans ces fameux secteurs à fort impact climatique qui sont définis par SFDR. Donc, ça vous crée une sous-poche du portefeuille. Et parmi eux, il faudra, au 1er janvier 2026, que 15% d'entre eux aient un plan de transition crédible et donc crédible par rapport à l'objectif de l'accord de Paris. C'est clair. On n'a pas plus de questions, merci Balthazar. Tu restes encore avec nous pour la deuxième partie de Pauline. Ouais. Et après, tu devras nous quitter. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu poser toutes leurs questions, à Balthazar, vous avez les 10 prochaines minutes pour le faire. Je vais reprendre donc la main sur les slides pour la partie de Pauline. Hop. Est-ce que tout est bon pour tout le monde? Parfait. Place maintenant à Pauline Berthoulou qui, comme je l'ai annoncé en début de webinaire, va nous présenter les résultats qui sont intéressants et qui ressortent de notre baromètre sur les pratiques des fonds labellisés ISR. Ces résultats reposent sur notre grille qui évalue le niveau d'ambition et de transparence d'un panel représentatif de fonds ESG sur la place, dont les fonds labellisés ISR, et bien entendu qui tiennent compte du nouveau référentiel. À toi, Pauline, floor is yours. Merci Sabrine. Bonjour à toutes et à tous. Comme Sabrine l'a expliqué au tout début du webinaire, chez Wi-Fi, nous pensons que la durabilité doit être au cœur de chaque décision d'investissement pour pouvoir faire de la finance un levier d'une transition écologique qui est juste. En revanche, on n'a pas pu passer à côté du fait que les entreprises financières devaient faire face à des accusations de greenwashing, de manque de transparence. Et du coup, ces entreprises financières, elles ont tendance à réfuter ces accusations, qu'elles soient de bonne ou de mauvaise foi. Nous, il nous était impossible de nier que les causes de greenwashing, elles peuvent être multiples. Donc c'est à partir de ce constat qu'on a décidé de mener une analyse approfondie du niveau d'ambition et de transparence des fonds qu'on appelle ESG. Donc on a fait un baromètre de la finance durable qui a été publié pour la première fois en juin dernier et qui a vocation à être semestriel. Dans le prochain baromètre, qui sera communiqué courant janvier, on a pu analyser 75 fonds article 8 ou article 9 au sens de SFDR. Donc on les a analysés au regard d'une cinquantaine de critères d'évaluation qui incluent par exemple le niveau d'exclusion, de couverture ESG, le traitement des controverses, etc. Nous avons basé cette analyse sur les documents SFDR, notamment sur l'annexe précontractuelle qui regorge d'informations très précieuses. Et les autres documents publics des sociétés de gestion, notamment, par exemple, les politiques d'exclusion, les politiques d'engagement, les articles 29, etc. L'idée, c'est d'identifier les principales zones de risque auxquelles font face les acteurs du marché et les moyens de les mitiger.
Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que dès le premier baromètre qui a été publié du coup au début de l'année, on avait des critères qui convergeaient vers les nouvelles exigences du label ISR. Par exemple, le niveau des seuils qui sont appliqués sur les exclusions de charbon ou des hydrocarbures, sur les processus de suivi et de gestion des controverses, le niveau de détail des politiques et des rapports d'engagement, ou encore la prise en compte des pays pour respecter le principe de double matérialité. Premier baromètre, on a des politiques charbon qui sont de plus en plus strictes et exhaustives, mais on voit qu'on a quand même des efforts à fournir, notamment en relevant les seuils d'exclusion, puisqu'on a 59% des fonds labellisés qui n'ont pas encore des seuils assez élevés sur le charbon et 63% sur les hydrocarbures, et aussi vraiment en développant des politiques sur les hydrocarbures pour notamment exclure tout ce qui est nouveaux développeurs, d'autant plus que le nouveau référentiel demande l'exclusion des développeurs d'hydrocarbures non conventionnels et conventionnels. Sur la partie PAI, donc les fonds, ils vont devoir maintenant prendre en compte les PRI et surperformer par rapport à leur univers d'investissement ou leur benchmark de PAI. Donc il faudra évidemment fournir le détail qui viendra justifier cette prise en compte. Or, parmi l'ensemble des fonds, 29% ne prennent toujours pas en compte les PAI. Bon, c'est assez logique quand on regarde le nombre de fonds dans notre périmètre qui sont article 8 et qui n'ont pas de poche d'investissement durable, donc du coup, ils n'ont pas encore à prendre les PAI. Donc finalement, la marche, elle va s'avérer plus haute pour ces portefeuilles. Et parmi ceux qui prennent déjà en compte les PAI, on considère qu'on a quasiment 30% d'entre eux qui manquent de transparence sur les méthodologies de prise en compte. Côté engagement, donc on a vraiment des nouveautés qui arrivent sur le label ISR. La partie de vote qui était déjà bien considérée par le label vient être renforcée avec de nouvelles exigences en termes de reporting, de pourcentage de vote aux AG, puisqu'il va falloir voter à 90% des AG d'entreprises françaises. Et toute la partie engagement a aussi été ajoutée pour formaliser une politique d'engagement et publier un rapport en ligne. Si le pourcentage de sociétés de gestion ayant déjà atteint les exigences sur la partie vote est assez élevé, puisqu'on a uniquement 17% des fonds de notre échantillon qui ne les atteignent pas, sur la partie engagement, près de la moitié des fonds labellisés vont devoir fournir des efforts pour rédiger des politiques et des rapports qui sont plus complets, donc en adéquation avec les exigences du label. Enfin, côté controverse, le processus d'identification, d'analyse et de suivi des controverses sera dorénavant encadré par le label ISR. Les acteurs avaient déjà bien intégré ce pan de l'ESG à leur stratégie, puisque quasiment la totalité d'entre eux disent réaliser une veille des controverses. Et que 75% ont déjà défini un processus adéquat, ça veut dire qu'ils analysent ces controverses, qu'ils vont les classifier selon leur niveau de gravité. Ils ont mis en place aussi un processus d'escalade et une comitologie tout autour des controverses. Donc finalement, on a quand même des points du nouveau label qui vont devoir quand même nécessiter des efforts côté acteur financier pour pouvoir justement continuer à être labellisé. Voilà, je passe maintenant du coup la parole à Marion. Alors, merci Pauline pour ce market review qui permet effectivement de mettre en lumière le chemin encore à parcourir pour les fonds labellisés ISR pour gagner en ambition ESG et en transparence et aussi surtout rentrer dans les cases du nouveau référentiel. Notre étude, comme tu l'as dit, sera disponible début 2024 et permettra de couvrir plusieurs aspects comme les stratégies, les moyens, les classifications ACPR. Si vous avez des questions, sur la partie de Balthazar avant qu'on lui dise, au revoir, n'hésitez pas, à les poser. Encore désolée pour cette, coupure, non volontaire de notre part. On a perdu quelques participants en route. J'espère voilà, qu'on va pouvoir, redémarrer, de manière, très dynamique pour la dernière partie. Ah, il y a une dernière question. Ah, ça c'est plutôt pour Pauline, pour Wifine. Est-ce que vous avez regardé dans votre baromètre l'analyse des plans de transition? Pauline, tu connais assez bien notre pays. Non, on n'a pas intégré encore l'analyse des plans de transition dans le baromètre. On a quand même des chiffres qui sortent spécifiquement sur les fonds dits climatiques, donc qui par exemple vont utiliser le terme climat ou qui vont avoir des objectifs en lien notamment avec la taxonomie, mais ce n'est pas un critère qui a été intégré dans le baromètre. On a regardé cependant tout ce qui est intégration, du scope 3, par exemple, pour faire un lien un peu lointain, mais, sur les politiques aussi, d'exclusion, et ça va être, effectivement les plans de transition, ça va être un élément qu'on va pouvoir, intégrer parce que 1, dans le label, il est intégré et 2, c'est aussi une proposition des RTS sur
sur SFDR, sur les annexes précontractuelles et périodiques. Il y a toute une partie sur les plans de décarbonation. Donc on va pouvoir effectivement, relever, tous les points, méthodologiques. Mais ces sujets aujourd'hui ont été beaucoup plus regardés par Wifin au niveau plus, au niveau, société enfin entité, société de gestion, institutionnelle, dans le cadre par exemple de l'article 29 de la loi énergie-climat. Voilà. Merci pour les questions intéressantes. Merci, Balthazar pour ta présence, ce matin. Merci. On te souhaite bon courage pour la suite, des échanges avec les acteurs sur le label. Merci à tous et bonne fin de présentation. Merci beaucoup. Alors, on va passer, maintenant à la troisième partie, et dernière session, d'échange, et nous accueillons donc Marion Aubert, notre Chief Product Officer et cofondatrice de Wifin. Marion, avant de commencer, notre session, de questions, réponses, sur la manière dont le ESG Connect répond au nouveau référentiel du label ISR, je vais te laisser, tout d'abord présenter en quelques mots notre plateforme à nos auditeurs, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Oui, bonjour à tous. Donc pour vous présenter un petit peu la plateforme qu'on développe chez Wifin, donc elle va bien au-delà juste de répondre au label ISR. Ce qu'on a essayé de faire avec ESG Connect, c'est de créer un ESG Operating System qui permette à tous les investisseurs professionnels d'utiliser des données de durabilité de manière scalable et de rendre ces données intelligibles. Donc, en quelque sorte, on peut voir cette plateforme en deux grandes parties, voire trois. Donc, la première, c'est tout ce qui va être ingestion de la donnée et agrégation. Ici, l'idée, c'est de vous permettre d'avoir accès à une golden source sur la donnée de durabilité. On sait qu'en général, vous avez beaucoup de sources différentes, des données publiques, des données providers. Et grâce à notre plateforme, on va vous garantir un matching très avancé grâce à nos algorithmes et du coup un taux de couverture le plus élevé possible sur vos portefeuilles financiers. Ensuite, le cœur de la plateforme, c'est là où vous allez pouvoir construire vos stratégies de durabilité différenciantes. Donc ici, à partir des données plus granulaires que vous avez pu intégrer des providers et des sources publiques, vous allez pouvoir créer vos propres indicateurs. Et donc là, on le verra juste après, c'est ce qui est très intéressant, notamment dans le cadre du label et les piloter au niveau des portefeuilles, des univers, des benchmarks. Et enfin, une fois qu'on a cette golden source de durabilité, on peut ensuite aller les utiliser dans plein de process différents. On sait que l'ESG, ça va impliquer plein d'équipes au sein de vos organisations et donc pouvoir aller faire la simulation de portefeuille, justement, comme on le disait juste avant, gérer tout ce qui est engagement actionnarial, controverse et évidemment tous les différents reportings demandés soit par les régulateurs, le label ou bien tous les reporting marketing que vous souhaitez faire sur la durabilité. L'idée, c'est vraiment de faciliter la collaboration et de vous faire gagner du temps sur toute la partie traitement de données. Merci Marion. Première question, pour toi. Alors, quand on reprend le nouveau référentiel présenté par Balthazar, lundi et aujourd'hui en keynote, on voit bien les points de complexité auxquels vont être confrontés les fonds labellisés ISR sur les données à disposer, les scores à calculer, les règles à contrôler, à piloter. Tu l'as dit aussi, des choses à reporter, comme demandé par le label. Tout cela nécessite finalement de déployer des moyens, des process, et il est certain qu'un outil devient indispensable, hein. C'est pour ça que nous, notre plateforme entre en jeu, hein. Mais ça nécessite effectivement pas n'importe quel outil. Parce qu'il faut, une plateforme qui apporte des réponses, des solutions concrètes avec des atouts spécifiques qui font toute la différence. Est-ce que tu peux nous dire, quels sont, les atouts uniques, en fait, finalement, de notre plateforme et en quoi elle se démarque pour répondre concrètement aux enjeux du label ISR? Oui, du coup, donc c'est pas forcément que pour notre plateforme, mais pour nous, c'est vraiment ce qui est indispensable pour être en mesure de répondre aux exigences du label et aussi aux exigences réglementaires. Donc, le premier aspect, c'est pouvoir avoir une plateforme qui va être plug and play.
Aujourd'hui, il faut qu'il n'y ait aucune friction sur la partie intégration des données, que ce soit les données financières. Donc, c'est pour ça qu'on va intégrer automatiquement depuis les outils de PMS, les données d'inventaire, des portefeuilles, des univers, des benchmarks. En même temps, intégrer tout ce qui est données provider et public et être en mesure de proposer des fonctionnalités qui permettent de centraliser tous les process. L'idée, c'est que tout ce qui est compliqué aujourd'hui de votre côté, que ce soit sur la qualité de la donnée, sur les différents process qui vont être dans plein d'outils différents, bah, on puisse résoudre tous ces problèmes-là et que ce soit une plateforme clé en main qui vous permette, vous, de vous concentrer là où vous avez vraiment de la valeur ajoutée. Le deuxième aspect qui va être très important, c'est la flexibilité. On le voit pour le label ISR, vous n'allez pas mettre en place les mêmes indicateurs ou les mêmes stratégies sur un fonds qui est spécifique sur la thématique de l'eau et sur un fonds qui est plutôt sur relancer l'industrie en France, par exemple. Ce n'est pas du tout les mêmes indicateurs qu'on va regarder. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire une plateforme la plus flexible possible pour qu'elle puisse s'adapter aux spécificités de chacun des fonds, aux spécificités de chacune des sociétés de gestion qui vont utiliser cette plateforme, et donc vous donner la main pour paramétrer tous les calculs, tous les contrôles que vous voulez mettre en place, que ce soit des contrôles techniques ou des contrôles métiers, et ensuite de pouvoir faire des reportings dans lesquels vous allez vraiment montrer ce que vous faites de bien, ce que vous essayez de faire de bien en termes de durabilité sur vos investissements. Donc, c'est pour ça que pour nous, on souhaite vous faire passer d'un monde où vous allez potentiellement développer des outils en interne qui sont très lents à faire évoluer. Si vous souhaitez paramétrer un nouveau calcul, ça peut prendre plusieurs semaines, à un monde où vous avez une plateforme. En quelques clics, vous allez pouvoir vous-même mettre en place des nouveaux contrôles, décider de créer un nouvel indicateur à partir des données brutes auxquelles vous avez accès. Et enfin, le dernier volet qui est un des plus gros enjeux dans les années à venir sur la durabilité, c'est l'évolutivité. Et ça, c'est essentiel. On le voit aujourd'hui avec l'évolution du label, mais aussi avec toutes les évolutions qu'il va y avoir sur SFDR, sur des réglementations peut-être qu'on ne connaît pas encore qui vont apparaître sur la durabilité. Il faut être en mesure de pouvoir s'adapter rapidement. Et c'est pour ça qu'on a construit cet outil et qu'on a mis en place des technologies qui nous permettent de faire évoluer très rapidement les fonctionnalités et donc de toujours être aligné avec les exigences du régulateur et des différents labels. Merci Marion. Effectivement, la partie évolutivité, elle est assez cruciale en ce moment, comme tu l'as dit. Si on réalise un focus sur chaque composante de SG Connect pour faire une lecture croisée avec le label ISR, on va commencer avec la première brique qui concerne les données nécessaires pour réaliser les calculs exigés par le référentiel. Comment concrètement la plateforme parvient-elle à ce que les flux de données, qui vont être de différents formats, deviennent finalement une base unique sur lesquelles l'équipe métier, que ce soit des analystes, des gérants, peuvent se fier et devenir finalement un signal d'investissement? Oui, donc ça, c'est la première brique de la plateforme et c'est celle où on sait qu'il y a le plus de friction et où on peut perdre énormément de temps sur cette partie intégration. Donc, vous allez avoir besoin de plus en plus de sources différentes pour pouvoir couvrir de plus en plus d'indicateurs. Donc, c'est pour ça que dans cette partie intégration, on se connecte automatiquement à n'importe quelle source de données de votre choix. Pour nous, ça aussi, c'est très important parce que le choix d'un provider, le choix d'une source publique, c'est assez stratégique et c'est pas à Wifin de décider pour vous quelles sont les meilleures sources à choisir. Donc, on va se connecter aux sources de votre choix et on va, donc une fois qu'on a récupéré vos données d'investissement, faire le matching entre ces données et vos inventaires, les univers, les portefeuilles, les benchmarks. Et ça, c'est très puissant comme fonctionnalité parce qu'on a développé un algorithme qui nous permet d'obtenir des taux de matching extrêmement élevés et ce, sans aucune action manuelle de votre côté. Et donc, c'est quelque chose de très important. On voit les exigences de couverture pour le label qui sont assez élevées et ça peut être très chronophage d'aller compléter à la main sur les portefeuilles labellisés le matching émetteur données ESG. On se charge également de tout ce qui est qualité de la donnée. On le sait, les providers sont pas toujours parfaits dans la qualité des données qu'ils envoient. Donc, on met en place plein de contrôles automatiques et l'idée, c'est de vous faire gagner du temps sur cette partie-là
qui n'est pas celle où vous avez le plus de valeur ajoutée d'un point de vue investisseur. Effectivement, en plus, les auditeurs font quand même avoir une attention particulière, hein, sur le type de données, on l'a dit, utilisées, leur pertinence. Et on a beaucoup aussi parlé de couverture, au niveau des portefeuilles aussi, au niveau des univers d'investissement et de benchmark. C'est tout dans toute cette partie, de cette plateforme que c'est géré, hein, la mise en qualité. Tout à fait. 3e question pour toi. Alors, pour faire le lien et encore enchaîner sur la 2e brique, de SG Connect, une de nos promesses à travers la plateforme, c'est finalement de soulager, les équipes ESG du data management. Donc c'est un peu le bilan de ce qu'on se dit, là, pour qu'elles puissent se concentrer sur la définition des stratégies ambitieuses en se fixant, des objectifs, des engagements, qu'elles puissent les piloter, les contrôler et en faire un sujet d'échange avec les entreprises, en portefeuille. Et le label ISR exige de nombreux calculs à faire, des seuils et des règles à respecter. Comment notre plateforme permet finalement de concilier à la fois le fait de pouvoir servir plusieurs stratégies, scores, indicateurs, et s'assurer en même temps de proposer des fonctionnalités qui permettent de vérifier en tout temps que les règles sont respectées. Oui, donc ça, c'est vraiment l'aspect, que je mentionnais juste avant sur la flexibilité. Donc c'est dans ce cœur-là de la plateforme qu'on le retrouve, à la fois donc sur la partie, création d'indicateurs et de scores ESG. Là, vous avez, à votre main la possibilité de créer n'importe quel indicateur, à partir des données brutes, créer vos propres scores et s'assurer également, que les scores respectent bien cette nouvelle règle qui est, de faire en sorte qu'ils soient, assez équilibrés sur les différents piliers, ESG. Là, l'idée, c'est, bah, vous pouvez à la fois, créer des indicateurs et des scores qui vont être spécifiques à un fonds, qui vont être communs à tous, vos investissements et également de créer des indicateurs qui vous permettent soit de piloter, le fonds, enfin, soit de piloter les émetteurs, le fonds ou même de faire des agrégations au niveau de la société de gestion pour avoir une vision plus globale, de vos engagements. Ensuite, la deuxième partie, ça va être tout ce qui est contrôle, métier sur la donnée, sur les investissements et c'est là où on va pouvoir, retrouver toutes les règles du label, que vous pouvez paramétrer à votre main et ce qui est intéressant, c'est à la fois, bah, avec cette flexibilité, vous pouvez paramétrer les règles qui sont, celles actuelles et aussi voir dès aujourd'hui quel est l'impact, des nouvelles règles et quels seraient, les titres à retirer ou quelles seraient les entreprises dans lesquelles vous avez déjà investi qui ne vous permettent plus de respecter les évolutions du label ISR. Donc ça, c'est ce qui est, très puissant, c'est de pouvoir à la fois, avoir des alertes de ce qui est aujourd'hui, mais aussi faire des simulations. Est-ce que, si demain je souhaite labelliser, ce fonds qui ne l'est pas encore, je respecte toutes les règles? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, d'un point de vue, contrôle pour que ça fonctionne? Et enfin, tout ce qui est donc monitoring, où vous pouvez, évidemment piloter les portefeuilles, piloter les émetteurs, s'assurer que, par exemple, votre fonds, surperforme son benchmark, que la couverture est bien, celle attendue. Et donc, tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont essentielles, pour s'assurer du respect des exigences du label. Tu l'as mis à chaque fois effectivement dans la slide qu'on pourra communiquer, à notre participant du webinaire. Effectivement, la plateforme, elle arrive à couvrir plusieurs points importants, qui sont, mentionnés par le référentiel. On a parlé du taux de sélectivité, à 30 %, les exclusions, l'analyse de plan de transition. Sur plusieurs ces aspects, le label met en avant une exigence de résultats, finalement, en laissant libre aux acteurs de définir leur propre méthodologie, ils doivent démontrer comment ils le font avec transparence. Donc finalement, non seulement les méthodes et les moyens vont être différents au sein d'un acteur à l'autre, mais au sein même d'un fonds à l'autre géré par un même, gestionnaire. Donc ça va être effectivement important pour nous de continuer à servir la multiplicité des stratégies et de continuer à avoir, une plateforme, flexible. Dernière, question, pour toi et ensuite, on essaiera de prendre s'il y a des questions, du public.
Alors, le label ISR, comme l'a présenté Balthazar, couvre plusieurs axes du process ESG. On vient de parler effectivement d'intégration, mise en qualité des données, calcul et règles à contrôler. Mais le label est un label de process et il va beaucoup plus loin. Exige également à ce qu'il soit, les fonds doivent être exhaustifs et des process systématiques et solides dans d'autres domaines que tu avais commencé à citer, comme le suivi des controverses, l'engagement, le reporting. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tous les process que nous, on propose et qu'on permet de centraliser dans notre plateforme et comment, et ça c'est peut-être le point intéressant, comment ils sont liés les uns avec les autres? Oui, donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous depuis le début sur la plateforme et c'est des fonctionnalités qui ont énormément de valeur pour les différentes équipes. Donc le premier, ça va être la fonctionnalité de simulation de portefeuille, pouvoir voir en live quel est l'impact d'une modification d'allocation d'actifs sur un fonds et est-ce qu'on respecte ou non les différentes exigences qu'on s'était fixées pour ce fonds en ajoutant un titre par exemple ou en modifiant les poids. Ensuite, les deux fonctionnalités qui ont énormément de valeur, c'est la fonctionnalité de controverse qui va vous permettre de centraliser le process d'analyse des controverses en interne, donc de pouvoir avoir des alertes quand il y a des entreprises soumises à des controverses dans notre portefeuille, pouvoir aller faire des analyses qualitatives de ces controverses, tout le process également de passage en comité et ensuite le lien entre une analyse de controverse et des actions d'engagement actionnarial. Et donc ces actions d'engagement, de la même façon que les controverses, pouvoir avoir un pilotage très précis, quelles actions j'ai demandé à l'entreprise de mettre en place, sur quel indicateur je leur ai demandé de s'améliorer, est-ce qu'il y a vraiment eu des améliorations ou non, quel type d'engagement j'ai mis en place pour ensuite pouvoir à la fois, avoir plus de force, de négociation, de discussion avec les entreprises et aussi avoir une vision beaucoup plus précise de quel type d'engagement j'ai mis en place et j'ai actionné en tant que société de gestion et est-ce que j'ai eu un réel impact grâce à cet engagement actionnarial. Et donc le lien entre les deux était très important pour nous et c'est exactement ce qui est demandé aujourd'hui par le label ISR que toute controverse donne lieu à des actions d'engagement en cas de controverse sur des entreprises en portefeuille. On a aussi effectivement d'autres process, peut-être que tu peux, rapidement les expliquer, et peut-être finir, par un point un peu crucial, sur lequel on n'a pas complètement, parlé dessus, sur la connectivité. Le fait effectivement qu'on est capable aussi de se connecter, en pré-trade pour, garantir à tout moment que les règles, sont respectées par les fonds. Oui, donc ça, c'est vraiment la dernière étape, de la plateforme, donc que ce soit les reporting. Aujourd'hui, vous pouvez faire avec la plateforme tous les reporting réglementaires, CFDR, taxonomie article 29, mais aussi du coup tous les reporting au niveau des fonds qui vous permettent, de communiquer sur ce qui est fait, d'un point de vue de la durabilité et notamment ce que vous faites, via le label. Et toutes les données et tous les calculs qui sont faits dans la plateforme sont, exportables et donc utilisés, par exemple, par nos clients en pré-trade, afin de recevoir dans les outils de passage d'ordre, de manière automatique, des alertes si, il y a des breaches, par rapport aux engagements, mis en place dans le cadre du label ISR. Donc s'il y a des exclusions, si les seuils ne sont plus respectés, et bien notre plateforme peut envoyer via des flux automatiques ces informations-là pour bloquer les investissements. Et enfin, une fonctionnalité qui est très pratique, on voit que c'est pas toujours simple de pouvoir suivre les évolutions des réglementations, les évolutions du label. Parfois, on est un peu perdu face à des questions très spécifiques sur des types d'actifs, sur des process qu'on a en interne. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la fonctionnalité Expertise Hub, qui est justement gérée par Sabrine et Pauline, à travers laquelle vous pouvez poser absolument toutes vos questions et avoir accès à tous nos dossiers d'expertise sur l'ESG.
Un grand merci Marion. Pour les quelques petites minutes, on est, pour ne pas trop dépasser, il y a une super question pour toi. Si, je te laisserai, répondre Marion et si tu as besoin, je peux aussi compléter. Concernant les différents providers, quelle granularité a-t-on concernant les choix des points de données sources? Par exemple, si on a MSCI et Carbone 4, en provider, est-il possible de dire dans la plateforme qu'on veut, par exemple, les données Scope 3 et de prendre le modèle de Carbone 4 parce il y a très peu de publications de boîtes, plutôt que les estimations sectorielles de MSCI, mais garder les données publiées Scope 1 et 2 et MSCI, finalement de décomposer les différents scopes. Oui, c'est une très bonne question sur la partie calcul et paramétrage. L'idée, c'est de laisser absolument l'entière liberté à nos clients, aux utilisateurs, des choix stratégiques dans l'utilisation des data. Et ça en est un, par exemple. Donc, dans le cadre où vous avez plusieurs providers différents, et c'est ce qu'on souhaite et ce qu'on pousse en général, vous pouvez mettre en place plein de types de calculs différents, dont des priorisations. Et vous pouvez donc prioriser à un niveau très granulaire, donc indicateur brut par indicateur brut, quelle est la source que vous estimez être la meilleure. Et donc vous dire, par exemple, je décide de prendre Carbone 4 pour le scope 3 en priorité 1. Si Carbone 4 ne reporte pas la donnée, dans ce cas-là, je prends MSCI. Et on peut même faire aller beaucoup plus loin et dire, je prends Carbone 4 si la donnée est publiée est celle de 2022, puis MSCI 2022, et si je n'ai pas MSCI 2022, je prends Carbone 4 2021, MSCI 2021. Tout est complètement paramétrable par les utilisateurs, et c'est des choix qui sont les vôtres et propres à vous. Merci Marion. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? On attend peut-être quelques secondes et on pourra conclure le cas contraire. OK. Donc un grand merci, d'être restés jusqu'au bout pour ceux qui nous ont en plus rejoints après la coupure, publicité, on peut dire ça comme ça. J'espère qu'on vous a apporté, comme la promesse de ce webinaire, une lecture, la plus, pratico-pratique, notamment avec la partie, ESG Connect. C'était aussi la première fois qu'on parle de manière très explicite de notre plateforme, parce que c'était aussi utile pour nous de vous embarquer sur une dynamique d'action. Et comme on a travaillé finalement, nous, de notre côté, à faire ce mapping, de s'assurer que la plateforme réponde à 100% du cahier des charges, c'était l'opportunité pour nous de vous montrer aussi quelques petits screens. Mais si vous voulez une démonstration, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, pour qu'on puisse vous montrer tout ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui, et vous aider dans le projet de mise en compliance de vos fonds labellisés. Et pour le baromètre, de la même façon, si vous êtes d'ores et déjà intéressé à le recevoir, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à nos newsletters. Et bien sûr, le support qu'on vous a projeté aujourd'hui, on va l'envoyer. Donc, si vous avez normalement tous communiqué votre adresse email, Estelle, notre responsable communication, vous fera partir un mail voilà, dans la semaine avec les slides. Et aussi, vous allez avoir le replay. On va devoir un peu broder avec toutes les parties qui ont été coupées, mais ça va le faire. Un grand merci à tous et bon appétit et à très bientôt. Et à tout le monde, très bonne année 2024 et joyeuses fêtes. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne journée.